Nous allons ouvrir la deuxième partie de cette première journée des tables rondes de l'Arbois avec l'une des plus belles choses qui soit, le ciel. Et en réalité, les ciels de Méditerranée. Et c'est avec Jean-Pierre Luminet, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS. Monsieur Luminet, je vous en prie. Bien, moi je suis très heureux de me retrouver parmi vous pour la seconde fois à cette table ronde de l'Arbois, pour vous parler d'un sujet qui m'est cher, le ciel, dans lequel je passe l'essentiel de mon temps et de mon esprit. En 2021, c'est-à-dire presque demain, le télescope spatial nommé Euclide de l'Agence spatiale européenne prendra son envol pour scruter le ciel et sonder son histoire longue de 14 milliards d'années depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Comment se sont formées les premières grandes structures cosmiques? Quelle est la nature de la mystérieuse énergie sombre qui est responsable de l'accélération observée de l'expansion cosmique? Est-ce que cette expansion se poursuivra à jamais? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles le télescope Euclide tentera de répondre. Ce sont des questions certes théoriques et qui a priori peuvent vous paraître très très éloignées des problématiques de la Méditerranée dont nous parlons aujourd'hui. Est-ce que c'est si éloigné que ça? Je ne pense pas, parce qu'il se trouve que le Centre de physique des particules de Marseille, qui est à Lumini, ainsi que le laboratoire d'astrophysique de Marseille, qui est situé à Château-Gombert et où j'ai l'immense plaisir d'effectuer mes recherches, sont précisément des acteurs majeurs de cette mission internationale Euclide. Vous l'avez deviné, j'espère, le nom même d'Euclide fait référence au célèbre mathématicien de l'Antiquité, grec, Euclide, père de la géométrie, et fondateur de l'école d'astronomie d'Alexandrie, en Égypte, donc sur les bords de la Méditerranée. Et ce n'est pas un hasard si la science moderne, et en particulier l'astronomie, est née dans le bassin méditerranéen. À mi-chemin entre la révérence absolue envers les maîtres et le rejet brutal de celui qui pense différemment, deux composantes fondamentales de la psychologie humaine que l'on retrouve malheureusement aujourd'hui encore. En tout cas, les penseurs grecs d'il y a plus de 2000 ans ont ouvert une troisième voie, qui est le chemin de la connaissance. Et cette voie s'appuie sur les conquêtes intellectuelles des prédécesseurs, mais pour en relever certaines erreurs et pour tenter de faire mieux. Et toute la science moderne découle de l'efficacité de cette troisième voie. La science moderne fait le pari que la vérité peut être approchée, pas forcément accessible dans sa totalité, mais au moins approchée, par étapes successives, graduellement et par raffinement successif. Il faut donc étudier effectivement à fond les écrits des maîtres, comprendre leurs acquis intellectuels, mettre à jour leurs failles, les rectifier et comprendre le monde un tout petit peu mieux. C'est ça le véritable processus dynamique de la recherche scientifique. Alors le ciel fascine et fascinera toujours. J'espère qu'il vous fascine, même si avec les éclairages d'aujourd'hui, on voit de moins en moins le ciel nocturne. Mais déjà, le ciel bleu méditerranéen en pleine journée, c'est une splendeur. Et c'est celui d'ailleurs qui m'a amené à revenir à Marseille après avoir été transfuge, puisque j'ai fait toutes mes études de jeunesse, d'abord à Cavaillon, dans ma ville natale, jusqu'au baccalauréat, puis après mes études universitaires à la faculté Saint-Charles de Marseille. Et puis j'étais transfuge, puisque après j'ai passé 36 ans en région parisienne pour effectuer mes travaux. Et je suis revenu depuis 5 ans, parce que le ciel de Méditerranée me manquait vraiment beaucoup trop. Donc, voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est que je vais vous raconter que du savant Euclide jusqu'au télescope actuel et futur Euclide, eh bien le chemin de la connaissance qui a conduit des éléments géométriques de l'astronomie grecque à l'énergie sombre traquée aujourd'hui par les cosmologistes, ça peut se lire comme une prodigieuse histoire. C'est une prodigieuse histoire qui mêle la science, l'esthétique, l'humanisme, la pluridisciplinarité et bien d'autres choses encore. Voilà, donc dans le temps qui m'est imparti, j'espère que je n'ai pas d'horloge sous les yeux, arriver à m'inscrire dans ce temps-là, j'ai sélectionné 4 épisodes particuliers de cette longue histoire, forcément donc en omettant quelques-uns de ces d'autres épisodes majeurs. Voilà, donc ces 4 épisodes, le premier nous ramènera à l'époque de la science grecque, le second
Petit détour sur les humanistes astronomes en Méditerranée, particulièrement en Provence. Une histoire qui n'est pas si connue que ça et qui est tout à fait étonnante. Ensuite, je vous dirai quelques mots sur l'Observatoire de Marseille, mais au moment de sa création. Et puis l'astrophysique d'aujourd'hui et de demain, avec notamment donc cette mission Euclide, qui fait partie donc du sous-titre de cette intervention. Bon, à tout seigneur, tout honneur, Pythéas. Bon, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient de Pythéas que la statue qui est sur le palais de la Bourse, là, que c'était un contemporain donc d'Aristote, d'Alexandre le Grand et d'Euclide, donc géographe, mathématicien, voyageur et cosmographe. Il a mesuré à l'aide de ce qu'on appelle le gnomon, essentiellement un bâton planté verticalement et qui permet de mesurer la longueur des ombres. Il a mesuré la latitude de Marseille avec une précision extraordinaire, puisqu'il a trouvé 43 degrés 18 minutes, c'est-à-dire à 5 minutes près. Ça veut dire en fait quelques mètres près, la bonne distance de Marseille par rapport à l'équateur. Pas mal quand même, hein, avec un simple bâton. On sait aussi, il est très connu évidemment pour son voyage qu'il aurait entrepris vers l'an 325 avant Jésus-Christ, autour de l'océan, et qui l'aurait conduit jusqu'à cette contrée mystérieuse qu'il a appelée Thulé, que l'on pense être l'Islande, et puis après les rivages de la Scandinavie. On sait que donc, dans son journal de bord, dont il ne reste que quelques fragments, il a décrit notamment des phénomènes astronomiques inconnus de l'époque, notamment les aurores polaires, le phénomène des marées, qui évidemment était inconnu en Méditerranée, en tout cas avec toute l'ampleur que l'on peut avoir dans les régions océaniques. Il a compris le synchronisme des marées avec les phases de la Lune, l'influence des équinoxes également sur l'amplitude des marées. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter cet ouvrage-là, le journal de Pythéas de Marseille. Voilà, donc hommage lui étant rendu, nous en arrivons à l'Antiquité grecque, donc cette fameuse fresque de l'école d'Athènes de Raphaël, où nous voyons, dans un raccourci saisissant, différentes tranches temporelles, échelonnées sur plusieurs siècles, tous les grands philosophes et penseurs de l'Antiquité, qui ont essayé de penser le cosmos, avec au centre évidemment Platon et Aristote, et puis autour des personnages aussi extraordinaires et prodigieux que Pythagore, Parménide et bien d'autres. Alors précisément, dans ce détail-là, je fais écho avec quelque chose de très très beau et très profond qui a été rappelé ce matin par mon ami Henri de Lemley, l'homme est créateur de beauté. Mais étant créateur de beauté, il recherche la beauté également autour de lui, et notamment la beauté dans l'univers. Et cette beauté dans l'univers se trouve tout simplement dans le mot cosmos, dont je vous rappelle que l'étymologie signifie précisément ordre, harmonie, beauté, équilibre, symétrie. Et donc, c'est ça le grand projet de la science, qui naît donc effectivement dans le bassin méditerranéen, dans le bassin méditerranéen à peu près au 5e siècle, avant Jésus-Christ, en faisant le pari que le cosmos n'est plus le cosmos décrit précédemment dans les grands poèmes magnifiques de Homère ou de Hésiode, c'est-à-dire un cosmos essentiellement gouverné par le caprice des dieux, dans lequel l'homme finalement n'est qu'une marionnette, mais c'est un cosmos qui va être organisé avec des lois mathématiques, géométriques ou physiques, et le travail du philosophe et du savant va consister à essayer de décoder ces lois avec les outils de l'esprit. Alors dans cette fresque, un petit zoom sur ce personnage-là, que l'on considère être comme étant précisément Euclide. On y vient donc, Euclide. Donc Euclide a fait partie de la première génération de savants qui ont été invités par l'ancien général d'Alexandre Ptolémée, qui devient donc le nouveau pharaon à Alexandrie, pour fonder donc le musée d'Alexandrie, c'est-à-dire l'équivalent d'un grand institut de recherche accueillant des savants de toutes les contrées, en tout cas les contrées méditerranéennes à l'époque. Et donc, il va y avoir, à la suite d'Euclide, toute une succession de personnages relativement peu connus, sinon des historiens, mais extraordinaires, comme Aristarque de Samos, Ératosthène, Archimède, Hipparque ou Ptolémée, qui vont porter la science grecque, en particulier l'astronomie, à un niveau extraordinairement élevé. Donc, juste 2-3 épisodes assez brièvement, pour mesurer un petit peu
les outils intellectuels extraordinaires dont disposaient ces personnes, avec des outils pratiques extraordinairement simples. Vous savez sans doute que Ératosthène, qui vivait donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ, a été le premier à faire une mesure de la circonférence terrestre en utilisant lui aussi le gnomon d'une certaine façon, c'est-à-dire la longueur de l'ombre projetée sur le sol par un objet vertical. Et donc en comparant au moment du solstice d'été du 21 juin, la longueur de l'ombre portée dans la ville d'Alexandrie par une obélisque ou un bâton vertical, comparée à la longueur de l'ombre qui était observée le même jour dans la ville de Sienne, qui correspond aujourd'hui à la ville d'Assouan, et qui se trouve être sur le tropique, donc il n'y avait pas de longueur d'ombre, puisque le soleil était à la verticale précisément. En mesurant l'angle, il en a déduit la distance entre Sienne et Alexandrie, et la circonférence de la Terre qu'il a estimée à 40 400 km dans les unités modernes, ce qui est donc une valeur extraordinairement proche. Donc vous voyez comment avec des simples outils et quelques raisonnements géométriques fondés sur des théorèmes de la géométrie simple, théorème de Thalès, théorème d'Euclide, etc., on commence à arriver à faire des choses prodigieuses. Aristarque de Samos. Pour lui, j'ai la plus grande admiration. Parfois, quand je vois en plein jour un quartier de lune, en plein jour, parce qu'on le voit souvent la nuit, mais parfois on le voit le jour. Quand on le voit le jour, ça veut dire qu'il y a le soleil également, qui peut être visible, qui est à peu près à 90 degrés. Et je ne manque jamais de dire, surtout s'il y a des enfants autour de moi, de leur dire, mais en fait, en réfléchissant à ce quartier de lune et à la distance angulaire qui sépare du soleil, en fait, on peut estimer les distances de la Terre, de la lune, du soleil. Ça paraît extraordinaire et pourtant le raisonnement a été fait par Aristarque de Samos, puisque effectivement au moment d'un quartier de lune, vous avez forcément un triangle rectangle. Terre, lune, soleil. Les lois de la géométrie euclidienne déjà connues à l'époque nous disent que si l'on arrive à mesurer l'angle de vue depuis la Terre entre la lune et le soleil, si on en prend le cosinus, on a tout simplement le rapport des distances Terre-Lune sur Terre-Soleil. Alors cet angle est un peu difficile à mesurer, parce qu'il faut trouver exactement le milieu du quartier de lune et puis le milieu du soleil, et on est ébloui en plein jour. Donc Aristarque de Samos a fait la mesure, et il a fait forcément une erreur de mesure. Toujours est-il qu'il a malgré tout trouvé une distance Terre-Soleil égale à 20 fois la distance Terre-Lune. Il était assez en dessous de la réalité, puisque les mesures actuelles donnent une valeur de 400. Mais par rapport à l'époque, c'était déjà un agrandissement considérable des distances estimées dans le système solaire. On ne pensait pas que le Soleil soit aussi éloigné par rapport à la Lune. Donc un extraordinaire progrès qui n'a pas du tout été admis. Vous allez voir pourquoi. Parce que d'autres mesures, notamment fondées sur l'observation d'éclipses de Lune, l'amènent à conclure que le diamètre de la Lune est 3 fois inférieur au diamètre de la Terre. Or, vous l'avez remarqué, j'espère, le diamètre apparent de la Lune, de la pleine Lune, et le diamètre apparent du Soleil sont les mêmes, vu de la Terre. C'est pour ça qu'on a des éclipses totales, d'ailleurs. Donc ça veut dire que si le Soleil est beaucoup plus loin, ça veut dire qu'il est beaucoup plus gros que la Lune. Et comme la Lune est à peu près la même taille que la Terre, ça veut dire que le Soleil est beaucoup plus près, beaucoup plus gros que la Terre. Et donc Aristarque se pose la question, à une époque où règne ce qu'on appelle le système géocentrique, dont je vais vous dire un mot, c'est-à-dire un système dans lequel la Terre est absolument immobile au centre de l'univers et tout tourne autour d'elle, il trouve un petit peu illogique de faire tourner autour d'une sorte de grain de sable un immense corps céleste qui serait le Soleil. Et il propose donc que ce soit le Soleil qui sort au centre de l'univers et la Terre, une planète comme les autres, qui tourne autour. C'est ce qu'on appelle l'héliocentrisme, qui sera effacé des tablettes pendant pratiquement 1800 ans, avant que Copernic revienne sur cette hypothèse. Donc à nouveau, vous voyez comment des simples raisonnements basés sur la géométrie et quelques mesures visuelles permettent de commencer à mesurer l'univers. Oui, donc ce système géocentrique qui était en vigueur pendant toute l'Antiquité a été porté à son point de perfectionnement par un astronome toujours alexandrin qui s'appelait Ptolémée, qui vivait au IIe siècle après Jésus-Christ et qui a traduit donc ses idées, c'est-à-dire son modèle mathématique de l'univers pouvant expliquer tous les phénomènes observés à l'époque, phénomènes liés au mouvement des planètes, les conjonctions, les éclipses, etc., à travers donc un système qui, comme vous le voyez, je vais
déjà dit, est fondée sur une Terre absolument immobile au centre du cosmos, les astres donc tournant en cercle autour de cette Terre. Et donc ces travaux ont été réunis dans un ouvrage qui initialement en grec s'appelait la syntaxe mathématique. Et puis lorsque les Arabes ont transmis cet ouvrage, ont commencé à traduire cet ouvrage à partir du 8e siècle, ils l'ont appelé le plus grand de tous les livres, c'est-à-dire Almagesti. C'est devenu Almageste. Et l'Almageste, donc, va faire office de livre, de bible de l'astronomie jusqu'à l'époque de Copernic. Un petit mot tout de même sur le système de Ptolémée, qui est beaucoup plus compliqué et subtil que ce que semble présager ce simple schéma. Si on s'en tient à ce simple schéma, on n'arrive pas à reproduire, c'est-à-dire les astres, les planètes tournant simplement en cercle autour de la Terre, on n'arrive pas à reproduire des observations longue durée du mouvement apparent des planètes au cours de l'année, par exemple la planète Mars qui fait des boucles. Et donc Ptolémée, extraordinaire mathématicien pour l'époque, avait développé tout un système assez complexe, toujours fondé sur des mouvements circulaires, mais des emboîtements de mouvements circulaires à travers phénomène qu'on appelle des épicycles, que vous voyez ici. Ça, c'est un extrait de l'un des manuscrits de Ptolémée, et qui permet de reproduire donc les mouvements extrêmement complexes des planètes. Bon, certes, le système est faux, se révélera faux plus tard, mais qu'est-ce que ça veut dire un système scientifique faux? De toute façon, la science ne décrit jamais la vérité parfaite, elle plaque des modèles mathématiques qui permettent de rendre compte le mieux possible des observations, et tant que l'accord reste acceptable, eh bien on garde le modèle sans dire que c'est forcément la vérité. Deuxième étape, donc, on fait un petit saut en avant, on arrive à l'astronomie nouvelle. Cette grande révolution astronomique qui commence avec Copernic, qui va se poursuivre dans les décennies suivantes avec Kepler et Galilée. Donc, je vous le rappelle, 1543, Copernic, je suis dans une vision quelque peu romantique, hein, c'est un tableau d'un peintre polonais du 19e siècle. Voilà. Le chanoine Copernic revient sur cette hypothèse de l'héliocentrisme, sans d'ailleurs du tout avoir connu l'œuvre d'Aristarque de Samos, qui n'a été redécouverte qu'après. Et voilà, vous avez ici dans son traité, le fameux traité de la révolution des orbes célestes, le premier diagramme de l'histoire de l'humanité, où l'on voit le Soleil au centre de l'univers et la Terre reléguée au rang d'une planète comme les autres, tournant en cercle autour du Soleil. Deuxième progrès majeur, c'est le génial Kepler, qui par une série de raisonnements et à l'appui de quelques observations faites par d'autres astronomes, parce que lui était myope, bien qu'il ait été l'un des plus grands astronomes de l'histoire, donc il s'est fondé sur d'autres observations, découvre les lois du mouvement des planètes autour du Soleil, qui ne sont pas des cercles, mais des ellipses. Et puis, tout à fait contemporain, la même année où Kepler publie, en 1609, dans son Astronomie nouvelle, Astronomia nova, les lois des trajectoires elliptiques des planètes, eh bien, le savant Galilée, ça se passe en Méditerranée tout cela, hein. Enfin, Kepler, il est un petit peu plus au nord, mais Copernic était polonais, mais il a fait ses premiers travaux en Italie. Et Galilée, évidemment, il était en Italie. Donc nous sommes bel et bien en Méditerranée. Et donc Galilée pointe pour la première fois une lunette vers le ciel. Et il commence à voir ce que l'œil humain, jusqu'à présent, n'avait pas vu. Il découvre notamment le relief de la Lune. Il découvre les satellites de Jupiter. Ici, c'est un extrait du célèbre manuscrit des observations des satellites de Jupiter, des étoiles invisibles à l'œil nu, les taches du Soleil. Enfin, tout un ensemble donc de phénomènes visuels qui contredisent la philosophie d'Aristote et le système de Ptolémée. Je n'en dirai pas plus, simplement pour passer directement, précisément, à la réception de cette nouvelle astronomie chez les humanistes et astronomes méditerranéens du XVIIe siècle. Puisqu'en fait, la condamnation violente par l'Église des thèses de Copernic répercutées par Galilée ont quelque peu freiné finalement l'acceptation de la révolution, ce qu'on appellera plus tard révolution copernicienne, en tout cas la réception de cette nouvelle astronomie, aussi bien en Italie que dans les pays d'Europe du Nord, mais pas en Provence, précisément, terre historique de liberté de pensée. Donc je vais vous dire quelques mots sur trois humanistes qui ont pratiqué de l'astronomie, Nicolas Fabri de Peiresc, Pierre Gassendi et Jean-Dominique Cassini. Donc Fabri de Peiresc est né à Belgentier, est mort à Aix-en-Provence. Il était docteur en droit, conseiller au Parlement de Provence. Il était astronome, il a correspondu avec Galilée.
Alors, à propos de correspondance, en fait, vous ne connaissez peut-être pas Pérez parce qu'il n'a pas laissé d'ouvrage derrière lui. Mais il a laissé une faramineuse correspondance de plus de 20 000 lettres, puisqu'il a communiqué avec tous les plus grands esprits de son temps, non seulement les scientifiques, les savants, les astronomes, les physiciens, mais également les grands artistes, notamment une correspondance avec Rubens et d'autres grands peintres de son époque. C'est l'un des premiers à utiliser la lunette astronomique. Dit qu'il entend parler de la lunette mise au point par Galilée, il en fait fabriquer une et il observe à son tour dès 1610, c'est-à-dire quelques mois seulement après Galilée, le ciel avec sa lunette astronomique, et il commence à faire des découvertes astronomiques extraordinaires. Et je le répète, il n'est pas vraiment au premier plan dans les annales de l'astronomie parce qu'il n'a pas publié ses découvertes, on ne les retrouve qu'à travers ses manuscrits. Notamment, il observe avec continuité les satellites de Jupiter, avec beaucoup plus de persévérance que ce qu'avait fait Galilée. Il met au point donc des graphiques qui permettent de suivre l'évolution un petit peu sinusoïdale, si vous voulez, par rapport au trajet de Jupiter, de ces satellites, pour en déterminer les caractéristiques orbitales. Il découvre à la lunette une structure bien connue aujourd'hui dans la galaxie qui s'appelle la nébuleuse d'Orion, qui aujourd'hui est interprétée comme une grande masse de gaz, essentiellement de l'hydrogène froid, dans laquelle se forment des étoiles. C'est une observation du 26 novembre 1610, dont il reste donc la trace manuscrite à la bibliothèque Ingambertine de Carpentras. Vous voyez ici donc un petit extrait. Et puis pour en venir à la Méditerranée, Pérez comprend que si on observe un phénomène astronomique depuis plusieurs lieux différents, et par exemple une éclipse de lune, eh bien on peut avoir une méthode pour mieux mesurer les longitudes. Et donc pour cela, il coordonne en 1635 une observation d'une éclipse de lune en répartissant, grâce justement à cette correspondance flamboyante avec des centaines et des centaines de correspondants répartis tout autour du bassin méditerranéen. Donc voilà, il demande à des observateurs qui sont répartis tout au long de la Méditerranée de faire ces observations-là. Et donc il coordonne les observations, et notamment les données observées depuis Alep le conduisent à raccourcir la longueur de la Méditerranée, telle qu'elle était connue à l'époque, d'environ 1000 km. Voilà, donc d'une certaine façon, il a raccourci géographiquement la Méditerranée, mais il a agrandi d'une certaine façon, en montrant comment l'esprit géométrique peut permettre donc de faire cette géographie tant céleste que terrestre. Pierre Gassendi. Pierre Gassendi, qui était un ami très proche de Pérez, qui lui, il est né à Digne, il a fini à Paris, professeur au Collège de France, donc philosophe, théologien, mathématicien, astronome, c'est-à-dire donc humaniste, je le répète. Alors on dit qu'il commençait à se passionner pour les beautés du ciel parce qu'il, tout jeune, il gardait les troupeaux de ses parents dans la région de Digne pendant la nuit. Donc au moins, il a commencé à voir les beautés du ciel provençal. Et puis donc, voilà, lui-même s'est livré à des observations. Il a observé et décrit le mouvement des planètes, les éclipses de soleil, l'évolution des taches solaires. Il a fait la première observation du passage de la petite planète Mercure devant le disque du Soleil. C'était le 7 novembre 1631. C'est un passage qui avait été prédit théoriquement par le génial Kepler, et qui en 1631 venait de décéder, donc il ne pouvait pas faire lui-même ces mesures. En fait, Pérez également a tenté de faire ces observations, mais pour une fois, Gassendi était à Paris à cette époque. Pérez, il était à Aix-en-Provence. Il est monté à la montagne de Sainte-Victoire. Et pour une fois, il faisait beau temps à Paris et mauvais temps dans le sud. Et donc, en fait, Pérez qui a complètement raté son observation du passage de Mercure. Et c'est Gassendi qui a fait cette observation. Et il a effectivement montré la justesse de la prédiction de Kepler et donc la supériorité du modèle de Kepler, trajectoire elliptique des planètes autour du Soleil, par rapport au modèle encore en compétition à l'époque. Et pour en revenir à Marseille, eh bien, en 1636, il mesure, toujours à Marseille, la hauteur du Soleil au solstice d'été. C'est-à-dire il reprend en fait les mesures qu'avait faites 19 siècles auparavant Pythéas, et il les affine très légèrement. Et puis donc, il enseignera la philosophie atomiste au collège royal. Et il envisage même l'idée que les étoiles sont d'autres soleils, c'est-à-dire la fameuse hypothèse antique de la pluralité des mondes habités, avec d'autres soleils, entourés peut-être d'autres planètes habitées. Donc voilà deux de ces grands humanistes provençaux.
Ils ont collaboré tous les deux avec un grand graveur de l'époque qui s'appelait Claude Mélan pour effectuer les premières cartes télescopiques de la Lune. Alors, les dessins, hein, il s'agit ici de gravures, mais d'après les observations télescopiques effectuées par Peiresc. Voilà, ce sont des documents extrêmement rares, car le projet n'a pas été mené jusqu'au bout en raison de la mort prématurée de Peiresc, mais voilà ici les 3 cartes qui se trouvent à la Bibliothèque royale de Bruxelles et qui montrent le relief de la Lune extraordinairement précis. Il faudra attendre plus de 150 ans pour avoir des cartes de la Lune d'une précision du même ordre. Je finirai sur ces 3 humanistes, il y en a d'autres bien entendu. Jean-Dominique Cassini, qui est né donc à Périnal, donc une ville d'Italie, qui est à l'époque dans le comté de Nice, et qui a fini sa carrière à Paris. Donc comme moi, il a été un petit peu transfuge, mais il n'est pas revenu dans le Midi. Initialement, il était professeur d'astronomie à l'université de Bologne. Alors, initialement, il était obligé d'enseigner l'astronomie classique de Ptolémée, parce qu'il était dans des États sous juridiction de l'Église catholique romaine. Il observe des comètes, des planètes, etc. Sa réputation s'agrandit. Et finalement, Colbert l'attire en France en 1669. Il le fait naturaliser. Il va devenir le meilleur astronome de son temps. Et il va fonder et diriger, à la demande de Louis XIV, l'Observatoire de Paris, à partir de 1571, qui va devenir, pendant un bon nombre de décennies, le plus important centre astronomique et scientifique du XVIIe siècle. Alors c'est notamment à l'Observatoire de Paris, ceux qui sont allés à Paris et d'Enfer Rochereau, vous reconnaissez ce qu'on appelle encore aujourd'hui le bâtiment Perrault. C'est à l'Observatoire de Paris donc, qui a été effectué quelque chose d'extraordinairement important, c'est-à-dire la mesure de la vitesse de la lumière qui a été effectué en 1676 par un astronome d'origine danoise qui s'appelait Romer. Voilà. Alors Cassini, aujourd'hui, c'est le nom qui a été donné à l'une des plus extraordinaires missions spatiales de l'agence européenne, qui s'appelait donc la mission Cassini, qui a duré à peu près une dizaine d'années, et c'était une sonde spatiale qui a gravité dans le système de Saturne, qui a fait des photographies extraordinaire de Saturne, des anneaux de Saturne, de toute la variété incroyable des satellites de Saturne. C'est une des missions les plus fructueuses de ces dernières décennies concernant l'exploration spatiale du système solaire. Alors j'en viens à l'Observatoire de Marseille. Donc je saute encore un siècle et demi. Nous nous trouvons donc au tout début du XVIIIe siècle avec la création, en 1702, de cet Observatoire de Marseille dans une maison tenue par les Jésuites, que vous voyez ici, reconstitué, et qui se trouvait dans la montée des Accoules. Donc si vous vous promenez dans le panier aujourd'hui, que vous prenez la montée des Accoules, qui à cette époque s'appelait la montée de l'Observatoire, vous trouverez les vestiges de cette ancienne maison. Et c'est Gassendi qui avait appuyé à la création de ce premier observatoire marseillais. Et puis Louis XV s'intéresse à cet observatoire-là, et il offre donc à l'observatoire, en 1756, l'un des meilleurs télescopes de l'époque, qui s'appelle un télescope de Short. Et à partir de là, un grand nombre d'observations astronomiques de premier plan vont être faites à cet observatoire de Marseille depuis la montée des Accoules. Alors par exemple, je ne prends évidemment que quelques exemples, eh bien, en fait, l'Observatoire de Marseille détient le record mondial du nombre de comètes qui ont été détectées à l'œil, visuellement. À peu près 80 comètes ont été détectées visuellement à cette période-là. Les 2 principaux découvreurs étant Jean-Louis Pons, qui a découvert lui seul 37 comètes. Initialement, c'était le concierge de l'Observatoire, puis il est devenu directeur. Et puis un autre qui s'appelait Gambart, qui a découvert 16 comètes. Voilà, en tout 80 comètes. On aura aussi notamment le cercle méridien dit de Gambé, qui date de 1830 et qui a fourni l'heure à la ville de Marseille jusqu'en 1920. Et puis 2 astéroïdes ont été découverts. Le numéro 20, c'est-à-dire il a été découvert assez vite, en 1852, qui a donc été appelé Massalia. Et le numéro 25 a été appelé Phocéa. Ils sont aujourd'hui, leur forme a été reconstituée par des simulations numériques. Donc vous avez 2 astéroïdes dans le ciel, assez gros et assez importants, puisqu'ils portent des numéros bas. Les premiers astéroïdes découverts sont les plus gros, et ensuite, ils sont de moins en moins gros. Mon astéroïde à moi, puisque j'ai un astéroïde qui s'appelle Illuminé, il porte le numéro 5523. Lui, il n'a été découvert qu'en 1991. Il ne fait plus que 10 km, mais ceux-là, ils sont quand même beaucoup plus gros. Donc Marseille a ces deux astéroïdes.
Comme vous le savez, après, à partir des années 60, l'Observatoire de Marseille a dû déménager pour un certain nombre de raisons et s'installer au Palais Longchamp, ne serait-ce que parce que le grand Léon Foucault a fait don à Marseille de son nouveau télescope à miroir argenté qui améliorait considérablement les performances des instruments de l'époque, et il fallait donc héberger ce nouvel instrument au Palais Longchamp, ce qui a donc été fait. Et longue histoire à nouveau, qui continue, je ne citerai qu'un épisode. L'un des directeurs de l'Observatoire de Marseille s'appelait Édouard Stéphane. Il y a une toute petite, c'est même pas une avenue à Marseille qui porte son nom, qui a dirigé l'Observatoire de Marseille. On lui doit beaucoup de choses tout à fait extraordinaires, notamment la découverte dans le Soleil d'un élément qui était inconnu à l'époque. Alors en fait, il était ami avec Jules Janssen. Jules Janssen, c'est le directeur de l'Observatoire de Meudon. Ben, ça fait bien le lien, moi-même, où j'ai passé 36 années à l'Observatoire de Meudon. Maintenant, je suis à Marseille. Ils sont allés observer tous les deux une éclipse totale de soleil près d'Alexandrie, en Égypte. Et puis, c'est une époque où on développait ce qu'on appelle la spectroscopie, qui permet de mesurer la présence de certains éléments chimiques. Et puis, il y avait des raies spectrales absolument inconnues. Donc, il y avait un nouvel élément dans le Soleil que l'on ne connaissait pas. Ils l'ont appelé hélium, du nom évidemment d'Hélios, le nom grec du dieu Soleil. Et c'est en fait le deuxième élément le plus abondant de l'univers. Et l'hélium sera plus tard découvert sur Terre comme étant l'un des gaz rares de l'atmosphère terrestre. Et puis, Stéphane s'est beaucoup intéressé également à la structuration, au comptage des galaxies, leur regroupement en groupes de galaxies. Et aujourd'hui, beaucoup d'astronomes étudient avec des moyens évidemment hyper sophistiqués. Cette image-là, évidemment, n'est pas une image de l'époque, mais une image télescopique récente, ce qu'on appelle le quintet de Stéphane. Ce sont 5 galaxies qui sont en interaction entre elles, et groupées donc dans un amas de galaxies. Donc voilà une brève histoire de cet observatoire qui nous amène donc maintenant à l'astrophysique aujourd'hui et demain. Parce que vous savez sans doute aujourd'hui que les laboratoires d'astronomie marseillais se sont regroupés il y a peu de temps, essentiellement autour de la technopole de Château-Gombert, et après avec des parties un peu plus théoriques qui sont faites à la fois à Luminé, au centre de physique théorique, au centre de physique des particules de Marseille et au centre de physique théorique. Alors énormément de choses se font aujourd'hui dans cette astrophysique méditerranéenne et internationale, puisque aujourd'hui évidemment tous ces grands projets sont internationaux. Je n'en mentionnerai brièvement que 3 pour finir. Les exoplanètes, l'exploration du système solaire, et puis les grandes questions relevant de la cosmologie, ces énigmes que constituent, provisoires j'espère, la matière noire et l'énergie sombre. Alors les exoplanètes, c'est le nom que l'on donne aux planètes qui gravitent autour d'autres étoiles que le Soleil, idée qui remonte à l'époque de Galilée et de Kepler, à partir du moment où on a commencé à soupçonner que les étoiles que l'on voyait dans le ciel, c'était probablement d'autres soleils, donc probablement entourés de planètes. Mais il a fallu attendre 1995 pour avoir enfin les moyens télescopiques de mettre en évidence la première exoplanète. Et ça s'est fait à l'Observatoire d'Haute-Provence par 2 astrophysiciens d'origine suisse, Mayor et Queloz, mais qui avaient utilisé un instrument qu'on appelle un spectrographe. Les planètes n'ont pas été détectées directement de façon photométrique, mais par des moyens indirects, et grâce à un spectrographe qui s'appelait Elodie, qui avait été mis au point au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Aujourd'hui, donc, il y a une recherche effrénée de toutes ces exoplanètes, tout simplement parce que on s'intéresse toujours à la question de la vie ailleurs dans l'univers. A priori, les sites les plus favorables, c'est la surface de planètes qui seraient de type terrestre. On les appelle donc un sous-ensemble des exoplanètes, ce sont les exotères. Des planètes pas trop grosses, pas gazeuses comme Jupiter, mais rocheuses comme la Terre, qui seraient ni trop loin ni trop près de leur étoile pour éventuellement abriter de l'eau à l'état liquide, une atmosphère et tout un ensemble de choses. Donc des conditions a priori favorables aux vivants, et un grand nombre de télescopes dans l'espace et au sol sont consacrés à l'étude des exoplanètes. Et là encore, le laboratoire d'astrophysique de Marseille, avec son pôle instrumental, a collaboré à la réalisation d'instruments embarqués sur ces télescopes-là. On estime aujourd'hui qu'il doit y avoir à peu près 1000 milliards de planètes dans une galaxie donnée. Logique, hein, il y a quelques centaines de milliards d'étoiles, donc il y a au moins 3-4 planètes autour de chaque étoile. Et il y a 1000 milliards de galaxies dans l'univers. Bon, ça fait beaucoup de planètes. Donc je serais bien le diable si la Terre serait la seule habitée. Mais on ne peut toujours pas apporter la réponse tant qu'on n'a pas la preuve. Donc c'est pour ça qu'on développe
tous ces projets d'observation de plus en plus précise de ces exoplanètes. Alors, par exemple, le laboratoire d'astrophysique de Marseille, donc lié à l'OSU-PTAS, a développé, entre autres, un instrument qui est installé au Very Large Telescope, le plus grand télescope au sol actuel, installé au Chili. C'est un instrument qui s'appelle SPHERE, et qui, lui, fait l'image, cette fois-ci, directe des planètes extrasolaires, et non plus les images indirectes, comme cela avait été fait initialement avec l'aide d'un spectrographe, et notamment en 2017, voilà, une première planète extrasolaire a été détectée par cet instrument, a été détectée de façon photométrique. Bon, voilà, très brièvement sur ce travail sur les exoplanètes. Maintenant, l'exploration du système solaire, là encore, des missions absolument enthousiasmantes. Je vous ai parlé brièvement tout à l'heure de la grande mission européenne Cassini. Il y a eu l'extraordinaire mission Rosetta, qui, je vous le rappelle, était une mission consistant à mettre en orbite autour d'un noyau de comètes se rapprochant progressivement du Soleil un vaisseau spatial nommé Rosetta, hommage à la pierre de Rosette qui avait permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. Il s'agissait ici de déchiffrer les hiéroglyphes chimiques du système solaire, étant entendu que les comètes sont aussi vieilles que le système solaire. Elles n'ont quasiment pas changé de nature, et donc analyser aujourd'hui la composition chimique d'une comète lorsqu'elle se met à dégazer, c'est-à-dire à perdre une partie de sa matière en s'approchant du Soleil, ces matériaux volatiles, on en fait une analyse chimique et on accède à la composition initiale du système solaire. La mission Rosetta a été un extraordinaire succès puisque en juillet 2014, la sonde Rosetta s'est bel et bien mise en orbite autour du noyau de la comète. Alors moi j'adore cette image-là. Bon, elle est un petit peu petite, je pensais qu'on aurait l'écran tout entier, c'est dommage. C'est un selfie, c'est le premier selfie qui a été pris par la sonde Rosetta à l'approche de sa cible que vous voyez là. C'est donc le noyau d'une dizaine de kilomètres de cette comète. Puis après, donc, la sonde s'est bel et bien mise en orbite et puis a suivi le trajet progressif de la comète s'approchant du Soleil et commençant à libérer ces gaz et les mesures de la nature de l'eau sortant de la comète, puisque les comètes sont bourrées d'eau et d'autres molécules organiques, permet de mieux comprendre l'origine du système solaire. Et l'image que vous voyez là, fantastique photographie, a été prise par une caméra qui a été mise au point au pôle instrumental donc, du laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et puis très dernièrement, s'est tenu justement, toujours au LAM, un colloque international sur un futur projet d'exploration du système solaire plus lointain, et notamment une mission, sur internationale évidemment, mais dans laquelle les laboratoires méditerranéens seraient partie prenante, à l'horizon 2031, une mission spatiale vers les planètes Uranus et Neptune, qui pour l'instant n'ont été survolé qu'une seule fois par les sondes Voyager il y a pratiquement 50 ans. Donc il serait bon effectivement d'envoyer de nouveau des sondes là. Je vais finir avec justement le fameux télescope Euclide. Alors Euclide, il s'interroge sur l'histoire de notre univers tout entier, qui est décrite actuellement par ce qu'on appelle le modèle standard du Big Bang, qui nous dit qu'à partir d'un événement initial qui reste encore singulier, qui marquerait peut-être le début du temps, en tout cas le début de notre univers compréhensible par les équations de la physique, une évolution jusqu'à aujourd'hui, un univers en expansion et en refroidissement avec un certain nombre donc, de phases. Une première phase initiale ne durant que quelques milliardièmes de seconde, qu'on appelle l'ère quantique, pour laquelle nous n'avons pas encore d'outils théoriques suffisamment convaincants pour décrire cette phase, mais nous y travaillons. Et précisément dans des laboratoires comme le Centre de physique théorique, où je suis également rattaché, nous travaillons sur des théories qui s'appellent la gravitation quantique, pour essayer de mieux cerner les premiers milliardièmes de seconde de l'histoire de l'univers. La deuxième phase, qui va durer à peu près 400 000 ans, c'est une phase où l'univers, toujours en expansion, n'a pas encore formé d'étoiles, de planètes, de galaxies, c'est un plasma extrêmement chaud, et qui est opaque, c'est-à-dire la lumière ne se propage pas. Et puis l'univers devient enfin transparent au bout de 380 000 ans et 14 milliards d'années à peu près plus tard, aujourd'hui, c'est-à-dire donc nous plongeons grâce à nos télescopes dans le passé de cet univers et nous remontons dans le passé de cet univers pour aboutir à cette image extraordinaire qui est l'origine de la lumière, c'est-à-dire au bout de 380 000 ans, l'univers devenant transparent, la lumière jaillit pour la première fois. C'est le fiat lux cosmologique qui n'a rien à voir avec le fiat lux biblique, bien entendu, dont on comprend en plus parfaitement les raisons physiques de la libération de cette lumière. Et nous baignons encore dans cette lumière aujourd'hui fossile,
qui imprègne tout l'espace, et nous avons des instruments extraordinaires pour mesurer les caractéristiques de cette lumière. Et notamment, voilà, les dernières nouvelles de l'univers à l'échelle du cosmos nous donnent les paramètres de l'univers à travers l'analyse de ce rayonnement fossile et un certain nombre de combinaisons avec d'autres observations. Donc je vous l'ai dit, l'âge de l'univers, c'est environ 14 milliards d'années, mais c'est plus précisément 13,81. Pas de surprise, on s'y attendait. En revanche, un peu plus surprenant, c'est la composition de l'univers. De quoi l'espace est-il rempli pour avoir produit le rayonnement fossile avec les structures que nous observons dans ce rayonnement fossile? Vous allez me dire, il y a 1000 milliards de galaxies, donc des 1000 milliards d'étoiles, etc., etc. Donc vous allez me dire, l'univers est rempli d'étoiles, de galaxies. Eh bien, l'une des grandes surprises, c'est que l'ensemble de toute la matière lumineuse dans l'univers, étoiles, galaxies, gaz visibles, etc., ne représente que 1% du total. C'est-à-dire c'est absolument marginal. Et c'est la matière dont nous sommes composés. C'est la matière atomique, c'est la matière des étoiles. Ça veut dire qu'il y a de la matière noire que l'on ne voit pas. Il y a à la fois de la matière noire pas si extravagante que ça, c'est-à-dire la matière noire faite comme les étoiles et comme nous d'atomes, les éléments de la classification périodique des éléments, mais qui ne sont pas dans des configurations lumineuses. Il y en a 4% à peu près. Donc manque toujours l'essentiel. Donc les deux grandes problématiques de la cosmologie aujourd'hui, c'est d'expliquer le reste. C'est à la fois la matière noire, qu'on va appeler la matière noire non atomique. Ce serait éventuellement des particules élémentaires massives qui auraient été formées lors du Big Bang, qui seraient très difficiles à détecter, mais qui joueraient donc un rôle prépondérant dans les phénomènes de gravité. Reste à fabriquer des détecteurs capables de les mettre en évidence. Et puis surtout, les deux tiers, une forme d'énergie tout à fait étonnante, différente des formes d'énergie habituelles, qu'on appelle l'énergie noire ou l'énergie sombre, qui représente actuellement les deux tiers de la composition totale de l'univers. Et l'effet de cette énergie sombre, c'est d'accélérer la vitesse d'expansion de l'univers. Car l'énergie sombre a un effet antigravitant. C'est une sorte de dynamite de l'espace qui a tendance à faire exploser l'espace en chaque point et donc à accélérer son expansion de l'univers. Donc cette découverte, qui avait été anticipée par des théoriciens des années 1930, mais qui n'a été confirmée qu'à la toute fin des années 1990, de l'existence de cette énergie sombre, pose parmi les problèmes les plus fascinants et non encore résolus de la cosmologie, puisque la nature précise de cette énergie sombre, elle semble bel et bien être là, puisqu'on en voit les effets sur l'accélération de l'expansion. Quelle est sa nature ? Il y a presque autant de modèles que de physiciens qui travaillent dessus. Voilà. Et de la nature de l'énergie sombre dépend le futur de l'univers. Alors, ce n'est pas le futur de la Méditerranée. Quand je parle du futur de l'univers, c'est le futur à quelques dizaines ou centaines de milliards d'années voilà, dans notre avenir. Et donc, il y a plusieurs modèles alternatifs. Et on retrouve donc dans ce schéma un petit peu simplificateur les trois options possibles. Un univers en expansion, d'abord décéléré, puis accéléré, c'est l'état actuel, et puis éventuellement un univers qui se recontracte, qui donnerait une fin qu'on appelle le Big Crunch, ou au contraire donc un univers en expansion perpétuellement accélérée avec des vitesses plus ou moins grandes, un univers donc qui va devenir toujours plus froid et tendre vers le zéro absolu. Et bien c'est précisément pour traquer la nature de cette énergie sombre que cette mission Euclide, dans laquelle, je répète, donc l'Osupiteas joue un rôle particulièrement important en mettant au point des détecteurs qui seront embarqués, qui est prévu, donc le lancement est prévu par un lancement à Kourou pour une fusée Soyouz en 2021, une mission de 6 ans. Cette mission Euclide traquera plus de 2 milliards de sources astronomiques et mesurera 50 millions de ce qu'on appelle les décalages spectraux qui vont permettre d'étudier les distances de ces objets célestes et de calibrer la vitesse d'expansion de l'univers au cours du temps et donc de contraindre les différents modèles d'énergie noire. Et là, vous avez une photographie d'un l'un des appareils principaux de cette mission qui s'appelle donc le NISP, qui est un spectrophotomètre dans l'infrarouge qui est mis au point donc dans les laboratoires du LAM. Voilà, on a fait ce parcours d'Euclide à Euclide avec toujours la même optique, essayer de mesurer l'univers, mais un univers qui nous surprend toujours plus. Alors je ne peux pas m'empêcher tout de même de finir sur quelque chose, une actualité très récente qui m'a beaucoup touché. J'espère que ça vous a touché aussi. Le 10 avril, il y a eu des communiqués de presse dans le monde entier qui ont montré cette image étrange, une sorte d'œil noir dans le ciel entouré d'un halo de lumière rouge asymétrique. Vous avez lu sans doute qu'il s'agit de la première image télescopique d'un trou noir.
un trou noir gigantesque qui se trouve au centre d'une galaxie située à 50 millions d'années-lumière de nous, mais le trou noir est si gros qu'on a réussi finalement à en avoir pour la première fois une image télescopique, ce dont les théoriciens des trous noirs rêvaient depuis plusieurs décennies, grâce à une collaboration internationale extraordinaire mettant en jeu des radiotélescopes répartis sur la planète tout entière et qui ont combiné leurs observations. Et au bout d'un traitement de 2 années d'une masse de données absolument énorme par des superordinateurs, a permis d'obtenir cette image. Si je vous en parle, c'est que j'ai été dans le passé impliqué dans cette affaire-là, puisque en fait, il y a tout juste 41 ans, en 1978, tout jeune chercheur, je venais juste de quitter Marseille pour rejoindre l'Observatoire de Paris, j'effectuais la première simulation numérique de l'image d'un trou noir entouré précisément d'une structure lumineuse de cet ordre-là. Je vous les montre, ces images, pour vous montrer la similitude, finalement, de la puissance de l'esprit par rapport aux instruments. 40 ans auparavant, on est capable de faire des simulations numériques que l'on va retrouver dans les observations télescopiques. Voilà, donc c'est une nouvelle. Bon, au moment où la nouvelle a été annoncée, j'étais un petit peu loin. J'étais du côté de Tashkent à faire une conférence sur un tout autre sujet. Mais donc ça a été évidemment un grand moment voilà, de réalisation pour moi. Je finirai avec une citation d'un des plus grands poètes méditerranéens, c'est Paul Valéry. Parce que qu'est-ce que c'est que nous faisons là dans la recherche scientifique? On observe les phénomènes de l'univers. Mais derrière ces phénomènes, je le répète, et ça nous renvoie au projet initial, le cosmos, l'esthétique, les lois qui gouvernent, on s'intéresse au substrat, c'est-à-dire à la mer, dont jaillissent les phénomènes. Et j'ai trouvé cette extraordinaire phrase de Paul Valéry qui illustre parfaitement toute cette démarche des ciels de Méditerranée et d'ailleurs. Cette phrase, c'est celle-là. Les événements sont l'écume des choses, mais c'est la mer qui m'intéresse. Merci. Magnifique.